L'autre aspect, c'est l'aspect chinois. Les Chinois sont engagés en Corée très fort et lorsque l'armistice intervient, euh, quelque temps avant que se déclenche l'affaire de Dien Bien Phu, on se demande ce que vont faire les Chinois. Il est évident qu'ils ont du matériel à récupérer et à transférer au Viet Minh, qu'ils ont des instructeurs disponibles et des hommes disponibles. Mais ils en feront moins qu'on ne pouvait le craindre, car ils avoueront plus tard qu'ils étaient totalement exsangues, qu'ils ne pouvaient pas continuer une deuxième guerre. Cela dit, il y a quand même, à l'époque de Dien Bien Phu, côté chinois, 5 camps d'instruction, dans lesquels, tenez-vous bien, on prépare même des pilotes de chars et des pilotes d'avions pour le Viet Minh. Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Pierre Pélissier, auteur d'un livre, Dien Bien Phu, paru aux éditions Perrin. Et nous évoquons non pas la bataille, mais les années précédant la bataille, les origines de cette bataille. Alors, quelle est la position des Vietnamiens, de la population vietnamienne, par rapport aux Français et aussi, bien évidemment, par rapport aux Viet Minh? Elle est très ambiguë. Elle est très ambiguë. Les Vietnamiens sont des gens naturellement calmes, paisibles, qui préféreraient certainement vivre en paix, retrouver le Vietnam d'avant la guerre de 40-45 et de poursuivre leur vie très agricole, très, très calme, très paisible. Seulement, il y a cette guerre qu'ils n'ont pas forcément voulu et qui affecte pratiquement toutes les familles. Du côté français, nous récupérons des jeunes gens qui ont envie de se dégager de l'emprise communiste. Et plus tard, on s'apercevra, à Dien Bien Phu précisément, qu'à peu près le tiers, et peut-être même plus du tiers des combattants, est composé de Vietnamiens qui se sont engagés dans l'armée française. Ne jamais oublier, Dien Bien Phu, un tiers de soldats jaunes, un bataillon vietnamien et à peu près le tiers des unités jauni, comme on disait à l'époque. Et puis il y a eu des appels, moi je voudrais vous citer ce que disait le général Delattre en juillet 51 à la distribution des prix au lycée Chasse-Touloba de Saïgon. Soyez des hommes, disait-il aux élèves, c'est-à-dire si vous êtes communiste, rejoignez le Viet Minh, il y a là-bas des hommes qui se battent bien pour une mauvaise cause. Mais si vous êtes patriote, combattez pour votre patrie, car cette guerre est la vôtre. Je crois que tout est dit. On ne se bat pas pour le maintien de la France, de la puissance française et de la colonie française. On se bat pour qu'ils ne tombent pas sous le joug communiste. C'est ce que va dire aussi Delattre aux Américains qui vont évoluer à partir de ce moment-là. L'autre partie, il y a des fanatiques communistes, il y a des gens qui ne veulent plus supporter la France, il y a une élite tonkinoise qui fournit notamment pratiquement tous les étudiants en médecine du Tonkin, de Hanoï, vont se retrouver dans les rangs Viet Minh. Et puis, il y a, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure, les esclaves, les coulis, enrôlés de force, envoyés au combat malgré eux, et qui seront le gros des troupes. Le recrutement de force, ça existait chez nous sous Louis XIV, ça existait chez eux sous Ho Chi Minh. Alors disons qu'il y a des fanatiques communistes, qu'il y a des gens qui voulaient vivre en paix, mais qui sont beaucoup moins fanatiques, et il y a une minorité qui s'est engagée à nos côtés. Et c'est pas Baudal qui les a poussés. Alors vous venez de citer Delattre. Delattre est haut commissaire en Indochine de 1950 à 1952. Quelle va être son action pendant ces 2 années? Il a la chance et l'avantage d'avoir un double képi. Il est chef militaire et il est chef civil, c'est-à-dire qu'il a tous les pouvoirs. Il va donc pouvoir révoquer les gens, transformer les attitudes, bousculer Baodag, bousculer les Vietnamiens. Il est le maître à bord. Et à Paris, il est suffisamment respecté pour que personne ne songe à contrarier les désirs de celui qu'on appellera très vite le roi Jean. Il a une autorité morale, au fond. Il a une énorme autorité morale, celle qu'avait Leclerc. Leclerc est mort entre-temps dans un accident d'avion. Delattre, c'est le dernier des grands héros de la guerre de 39-45. Il y a Juin, mais Juin est plus vieux et Juin ne veut pas de commandement d'Indochine. Donc c'est Delattre qui va se jeter sur l'Indochine. Son arrivée va être un tonnerre tombant sur Hanoï. Il va renvoyer des officiers en France simplement parce que la tenue n'était pas bonne, qu'il y a une tache sur leur jaquette. C'est une sorte de bouleversement complet. Mais en même temps, il va dans tous les postes où il peut aller pour dire aux gens: vous êtes lieutenant, vous êtes capitaine, c'est votre guerre, je suis là pour vous, les lieutenants et les capitaines. Les colonels souffrent un peu, et les généraux encore plus. Il n'empêche qu'il aligne quelques très beaux succès, il gagne des batailles, et surtout, il est sur le terrain.
Quand il y a un très gros accrochage avec plusieurs compagnies, plusieurs groupes mobiles, on voit arriver l'avion de Delattre et on voit Delattre perché sur le capot de sa Jeep, redonnant de l'élan à ses troupes. C'est un chef, c'est un vrai. Est-ce qu'il a été le plus réaliste au fond de ces années? Alors, là, vous abordez le vrai problème. Que se serait-il passé s'il n'était pas mort de maladie en 53, 54? Est-ce qu'il aurait pu tenir ce rythme-là? La seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'aurait pas eu davantage de renforts, c'est qu'il n'aurait pas obtenu les moyens matériels de continuer son travail. Il se serait usé à la tâche. Je ne sais pas s'il aurait pu tenir beaucoup plus longtemps que les autres. Alors il est remplacé par Salan, qui lui aussi va avoir plusieurs victoires militaires. Oui, Salan est un personnage qui sera par la suite critiqué, puis qui aura le destin que l'on connaît, à savoir finir en prison parce qu'on se rebelle contre le pouvoir. Mais Salan avait une passion de l'Indochine. Salan a un fils indochinois. Salan avait une famille indochinoise avant d'avoir sa famille européenne. Il connaissait le pays, il connaissait les dialectes. C'était un homme qui était issu des milieux du renseignement également. Il avait tout pour suivre Delattre, à une seule différence, c'est que Delattre avait la double casquette, je vous l'ai dit, pouvoir politique et pouvoir militaire, et Salan ne sera jamais que intérimaire. Ce qui change terriblement les choses, ce qui vous empêche de prendre des grandes décisions, de réclamer des choses aux politiques. Il n'était qu'intérimaire. Il espérait un jour avoir la succession de Delattre, et il arrive Navarre. Alors, restons un peu sur ce personnage, Salan. Son action militaire, elle va se porter évidemment contre le Viet Minh. Il va remporter de francs succès. Il remporte de francs succès et il réussit quelques tours de force. En principe, on résume simplement la situation au Tonkin. Le jour, le Tonkin, donc, qui est au nord. La partie nord, qui est entre le Laos, la Chine et la baie d'Along. On disait simplement, le jour, les Français contrôlent les environs d'Hanoï, et la nuit, le Viet Minh contrôle tout. C'est un peu ça. Il va réussir quand même, Salan, quelques coups assez fabuleux. Il va réussir, avec Gilles, l'implantation d'un camp retranché qui aura aussi de l'influence, qui est le camp de Nassan. Il réussit à jeter dans les pattes des Viettes cette base, on appelle ça un hérisson en termes militaires. Il va construire ce camp avec une piste d'aviation, une vallée beaucoup plus petite que Dien Bien Phu, ce qui leur permettra de tenir certaines hauteurs. Et là, il va s'accrocher avec Giap, et qui Giap va se casser les dents sur le poste de Nassan. Il y aura d'autres défaites. Bon, il y a eu entre-temps des défaites françaises colossales. Il y a eu la déroute de Caoban, le RC4. Mais dans l'ensemble, on tient, et on tient bien. Et puis on ne sait pas trop où on veut aller, en fait. Alors, transportons-nous en France, si vous le voulez bien. Quelle est à l'époque la position du gouvernement français ? Est-ce que l'Indochine est une priorité? Est-ce que c'est une question secondaire? C'est une question manifestement secondaire pour le gouvernement et pour les conseillers militaires du gouvernement. La grande hantise à l'époque, c'est le bloc de l'Est. C'est que va faire Moscou, que va faire l'Union soviétique et ses satellites, quand vont-ils nous envahir ? La question ainsi posée, il est évident que tout le monde pense à défendre l'Europe de l'Ouest contre le bloc de l'Est. C'est l'époque où on discute de l'avenir de la CED, la Communauté européenne de défense. C'est une idée qui est en grande partie française et en grande partie de René Pleven. C'est une idée que les Américains ont tout de suite adoptée, en oubliant un petit détail, c'est que quand même les Allemands dans la CED, les Français allaient forcément renâcler à un moment ou un autre. Donc, on ne s'entend pas sur le rôle éventuel des Allemands, on a besoin d'eux, on a besoin de leur territoire, mais on va quand même pas mettre les Allemands en première ligne pour nous défendre contre les Russes. Donc, priorité absolue, la défense de l'Europe de l'Ouest contre l'Est. Le maréchal Juin joue un très grand rôle dans cette affaire. Il garde les meilleurs pour l'Est. Pour la défense contre l'Est. Il n'envoie personne en Indochine, il refuse les gens partant en Indochine. Il a son adjoint, Navarre, à qui il va dire, pour votre avancement, ça serait bon d'aller un peu en Indochine. Mais il n'y croit pas, Juin. Et quand il rend des visites en Indochine, tout le monde est déçu. Il ne reparle que de la défense de l'Europe de l'Ouest. Et quant au gouvernement, alors là, il y a tellement de gouvernements en si peu de temps que personne n'a le temps vraiment de définir une politique cohérente, si ce n'est une idée qui apparaît. Alors justement, nous sommes en 1953. René Meyer est président du Conseil et il souhaite, lui, une internationalisation du conflit. Oui, alors là, on rentre dans d'autres
d'autres discussions. Les Américains sont sortis de Corée, ils n'ont pas tellement envie de repartir. Pour l'instant, après ça changera en Indochine. Les militaires français ne veulent pas non plus d'une internationalisation, ils ont envie de gagner leur guerre, ils croient encore pouvoir gagner leur guerre. Il y a tous les milieux gaullistes qui sont influents au Parlement à l'époque, qui ne veulent pas davantage de l'internationalisation. Donc on achoppe sur ce problème. Et Maillère, lui, évolue aussi. Finalement, Maillère, lorsqu'il va trouver son commandant en chef, va lui dire d'aller préparer un désengagement. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire en termes militaires, mais préparer un désengagement, c'est quand même se préparer à se retirer. Et la consigne est tellement floue que Navarre partira avec ce conseil, préparer un désengagement. Maillère ne tient pas plus longtemps que les autres. On pense, je reviens sur ce que vous disiez sur la Corée, on croit que la sortie américaine de la Corée va permettre de pacifier en fait l'Indochine, qui aura une sorte d'influence. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a des campagnes électorales en Amérique tous les 4 ans. Et que Eisenhower n'a pas envie de partir avec le handicap d'une guerre supplémentaire. Ça se retrouve de temps en temps, à peu près tous les 4 ans, le président a des ennuis avec ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez pourquoi Maillère a choisi Navarre? C'est aussi une aventure assez extraordinaire. Pourquoi Navarre? Simplement parce que Maillère avait connu Navarre pendant les premiers mois de l'occupation française en Allemagne. Après, Maillère est devenu député-maire de Constantine et la division militaire de Constantine était commandée par Navarre. C'est la seule raison, il n'y en a pas d'autre. Alors, avant de venir sur ce personnage Navarre, Maillère envoie à Salan un émissaire, le général Lecher, qui reste une quinzaine de jours au Vietnam. Et Lecher remet un rapport que vous avez pu lire, qui n'existe, vous dites, qu'en 7 exemplaires. Et on est frappé par la lucidité de ce texte. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de Salan derrière. Salan, qui connaissait l'Indochine comme personne ne la connaîtra jamais. Salan avait longuement vu Lecher, ils s'étaient beaucoup promenés ensemble, ils avaient parlé d'une certaine vallée, il s'appelait Dien Bien Phu, ils avaient parlé d'un tas de choses et il était évident pour eux qu'on ne gagnerait pas la guerre, qu'il fallait trouver une autre solution, le désengagement, et par une autre manière sans doute. Oui, effectivement, Lecher est un de ceux, et certains ont vu très clair. Et curieusement, on a même vu un président du Conseil voir très clair, mais nous en verrons peut-être après, c'était pendant Dien Bien Phu. Alors, vous avez, Pierre Pélissier, une expression tranchante, si je puis dire. Vous dites, militairement parlant, certaines données de l'affaire indochinoise sont extrêmement simples quand il s'agit de poser les problèmes. Elles deviennent, ces données, insolubles lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. On a un problème dans l'action. On a un problème dans l'action, on a un problème qui tient au fait que les politiques ne savent pas ce qu'ils veulent. Et le problème dans l'action, c'est aussi le problème des moyens qu'on leur refuse. Comment voulez-vous faire une guerre et en plus la gagner quand vous ne savez pas où vous allez, pourquoi vous vous battez et avec quels moyens vous allez tenir le coup? C'est effroyable en fait. Et c'est là, je pense, que la responsabilité des politiques est énorme. Et par contre-coup, celle des militaires qui n'ont pas osé dire aux politiques « arrêtez ». Arrêtez de nous balader, de nous envoyer au combat sans avoir les moyens et sans savoir pourquoi. Alors donc, Navarre est envoyé. Qui est ce chef militaire, outre l'anecdote que vous venez de donner? Navarre est un homme qui a 2 ou 3 inconvénients majeurs qui auraient dû empêcher sa nomination en Indochine. La première, il n'a jamais exercé de grand commandement. C'est un général qui arrive en Indochine, où il va commander l'aviation, la marine, l'armée de terre, sur un territoire immense, et qui n'a jamais exercé de commandement à ce niveau-là. Il était l'adjoint de juin au Centre-Europe, c'est pas du tout la même chose. C'est un garçon qui ne connaît absolument pas l'Indochine. Vous me direz que ça peut apporter un regard neuf, mais c'est peut-être plus le temps, on n'a plus le temps de regarder les choses et d'essayer de comprendre différemment. Handicap majeur. Vous le citez, il dit « Rien dans ma carrière ne me désignait pour commander en Indochine ». Oui, c'est affreux quand on oui, dit mais ça. il n'a pas dit non. C'est ça qui devient aussi affreux, c'est qu'il n'a pas dit non. Et la troisième caractéristique de Navarre, c'est un garçon qui a fait la plus large partie de sa carrière dans les services de renseignement, qui a vraiment été un des as du renseignement français et qui va tomber dans un travers invraisemblable. Il ne croira jamais les informations que lui apporteront ces services de renseignement qui
fonctionneront à la merveille du premier au dernier jour. Il ne les croira jamais. Voilà en gros qui est Navarre, si vous voulez. Un garçon qui arrive seul en plus. Il prend l'avion avec son aide de camp, avec le capitaine Pouget. Il n'a personne, il n'a pas d'état-major, il n'y a pas une cour. En général, vous savez, dans l'armée, on dit qu'il y a l'écurie de Lattre, il y a l'écurie Juin. Il n'y avait pas d'écurie Navarre, il n'avait personne. Il arrive à Hanoï et il fait le tour littéralement des popotes pour trouver ses officiers adjoints, parce que les officiers adjoints sont tous en fin de séjour, ils vont tous rentrer. Salan aurait aimé rester, mais à d'autres conditions. Il est en fin de séjour, il est épuisé, il rentre. Il y en a d'autres. Un de ses camarades de promotion, dont le nom ne revient pas immédiatement, un de ses camarades de promotion qui lui dit « Qu'est-ce que tu viens foutre là ? Mais tu vas t'enliser. Moi, en tout cas, je reste pas avec toi, je m'en vais. » Et il ne trouve personne. Alors, il y a des gens qui lui disent « Prenez donc le petit général Gambiez, prenez donc Baudet. » Alors, il prend Gambiez, il prend Baudet, mais il ne les connaît pas. Il ne connaît que son aide de camp.